Captain Max, lancement du processus d'enregistrement. Go ninja, go ninja, go. La loi, c'est moi. Et l'ordre. Vous me prenez pour un singe ou quoi? J'avais votre accent. J'éviterai de l'employer. Hey, salut à tous, c'est Max. Ce mois-ci, on va parler de la plus grande série de science-fiction simiesque, d'un simili-Hulk tout droit sorti des années 90, et d'un vilain karatéka de cinéma des années 80, devenu le héros d'une série télé actuelle. Avec la sortie du tout nouveau film La Planète des Singes, Le Nouveau Royaume, on a eu droit à 2 publications de la licence au format comics en français chez Panini, avec la série La Planète des Singes, La Chute des Hommes datant de 2023, mais aussi du comics La Planète des Singes 1975-1976. Et c'est de celui-ci que je vais vous parler aujourd'hui, puisque si j'ai bien acheté les 2 comics, j'ai d'abord sauté sur celui qui ne pouvait normalement pas me décevoir, puisqu'il s'agit des 2 adaptations par Marvel des 2 premiers films de la licence, soit La Planète des Singes de 1968 et sa suite Le Secret de la Planète des Singes de 1970. Pas grand chose à dire sur ces derniers, puisque ce sont de fidèles adaptations écrites par Doug Moench et illustrées par George Tuska et Alfredo Alcala. Doug Moench que je vous ai déjà présenté dans ma vidéo sur Batman Vampire d'ailleurs, si vous voulez en savoir un peu plus sur le monsieur. Bon, il est vrai que si du côté du scénario c'est très proche, du côté des visuels, des personnages humains, ça l'est un peu moins. J'ai pas vraiment d'explication du pourquoi est-ce que les personnages ne ressemblent en aucun point aux acteurs, passant même de blond à brun, mais j'imagine que soit les illustrateurs n'avaient pas revu les films sortis quelques années plus tôt, soit ils ne voulaient simplement pas s'embêter à essayer d'illustrer des acteurs de manière à les reconnaître. Et de toute manière, il faut avouer que ça n'a pas grand intérêt, ni d'impact dans les récits. Côté illustration, tout a été totalement retouché pour que ce soit propre, en gardant le style de l'époque, avec une version colorée qui date sûrement d'un peu plus tard, puisqu'en 1975, le comics était en noir et blanc à l'origine, dans le magazine Ape Magazine, ou un truc dans le genre. Du coup, parlons directement de mon avis sur les 2 premiers films, puisque c'est la même chose, ou du moins je ne suis pas assez spécialiste pour avoir vu les différences. Eh bien, je suis complètement fan du film La Planète des Singes. Je trouve même qu'après bientôt 60 ans d'existence, ce dernier se regarde et se lit encore très bien. C'est un très grand classique de la science-fiction, totalement intemporel, avec la satire lucide et pessimiste de l'être humain. L'astronaute Taylor quitte la Terre pour s'éloigner des êtres humains qu'il ne supporte plus vraiment. Il s'écrase finalement sur une planète peuplée et gouvernée par des singes, où l'être humain n'est qu'un animal sauvage, muet, et chassé par l'espèce dominante. J'aime beaucoup le traitement de ces personnages, que ce soit les singes et même Taylor, qui ironiquement se retrouve à prendre le rôle de l'avocat des hommes, alors qu'il est lui-même misanthrope. De plus, cette œuvre possède l'une des fins les plus cultes de l'histoire du cinéma, qui est malheureusement plus un secret pour personne, d'autant que sa révélation finale se retrouve même sur un bon nombre de couvertures et affiches de films. Bravo aux éditeurs. Si j'ai toujours apprécié le film La Planète des Singes, et de ça depuis tout petit, c'est une autre paire de manches pour le second. Déjà, je l'ai vu qu'en 2020, donc j'étais beaucoup moins petit, j'ai moins d'affect et de nostalgie pour le film, mais surtout, celui-ci fait pas mal redite au premier, c'est bien la suite directe, mais cette fois-ci, on suit Brent, un astronaute qui a suivi le même chemin spatial que Taylor, et qui se retrouve lui aussi sur la planète des singes, et capturé par ces derniers. Il va aussi lui-même rencontrer Nova, puis Cornelius et Zira, etc. Heureusement qu'on a un petit parcours entre Taylor et Nova au tout début du film, si ma mémoire est bonne, quand ces derniers se sauvent et se retrouvent dans la zone interdite. Mais par la suite, heureusement, après tout le redit, on découvre quand même les mutants, du coup, les mutants télépathes, et c'est avec ça que j'ai vraiment eu du mal. C'est pas très subtil du tout, j'aurais préféré des humains irradiés sans pouvoir, que des mecs qui génèrent des illusions et compagnie. Je suis sûr qu'il y avait d'autres moyens de protéger le secret de la cité interdite que de créer des illusions par la pensée. Cependant, après avoir vu le film une seconde fois, et après avoir lu l'adaptation en comics, je dois dire que j'apprécie quand même cette histoire, qui apporte un peu plus de lore, de personnages et de lieux à l'univers de la planète des singes. Vraiment, ça aurait pu être parfait si par exemple ils avaient gardé que Nora à la place de Brent. Celle-ci aurait été directement voir Cornelius et Zira pour les prévenir de la disparition de Taylor. Ainsi, on aurait eu un peu plus de passages avec notre astronaute blondinet préféré et les mutants,
pour en savoir encore un peu plus sur leurs origines, leur mode de vie, etc. Car au final, les mutants, à part savoir qu'ils utilisent leur pouvoir psychique pour empêcher les singes de venir dans la ville irradiée, on n'a pas grand chose sur eux, hein, c'est des dingues, mais c'est tout quoi, donc j'aurais bien aimé un peu plus de dialogue autour de ces derniers, hein. Puis si bien sûr on avait évité tout le côté pouvoir télépathe, bien entendu. Du coup, pour conclure, j'aime beaucoup ce comics. Si vous n'avez jamais vu les films, ou si vous aimez beaucoup les films, sautez sur la lecture de La planète des singes 1975-1976 chez Panini. En triant un peu mes comics, dans le but de faire du vide en revendant quelques titres, je suis retombé sur un vieux truc que j'avais acheté il y a belle lurette, à 1€, en me disant qu'à ce prix-là, même si ça n'avait pas l'air d'être ma came, je n'allais pas perdre grand-chose. Sauf que ça fait 4 ans qu'il est là, caché entre 2 gros bouquins cartonnés, puisqu'il s'agit d'un fascicule du nom de Pete, le premier album des éditions Semic, datant de 1998, c'est plutôt jeune. En plus de sa couverture arborant la grosse gueule de Pete, son titre m'a aussi tapé dans l'œil puisque sa police est très proche du titre du jeu Primal Rage, que j'avais sur NES, Super NES, lorsque j'étais plus jeune. Pete est un personnage inventé, écrit et dessiné par Dale Cohn en 1993 et paru chez l'éditeur indépendant Image Comics. À ce que j'en ai lu de l'introduction de mon numéro, cet artiste s'est fait connaître pour ses illustrations sur l'incroyable Hulk, des épisodes 367 à 398, entre 1990 et 1992. Pour avoir jeté un coup d'œil à ce qui se faisait avant son arrivée et au visuel une fois que le monsieur était là sur les illustrations, je dois vous avouer que ça a dû faire du bien au lecteur du gros monstre vert, tant ça donnait un coup de jeune et de dynamisme au personnage et au visuel un peu vieillissant. C'est par la suite, avec l'envie de voler de ses propres ailes et de faire ce dont il avait envie de son personnage, qu'il va créer un énorme monstre musculeux fortement similaire à Hulk, du nom de Pete. Pour ceux qui n'iraient pas sur mon Substack pour voir à quoi ressemble la bête via les illustrations postées dans l'article, il faut imaginer une sorte d'enfant illégitime de Hulk et de Lobo. Un vrai personnage des années 90, avec des muscles énormes, des chaînes autour du corps, un pantalon en cuir et une queue de cheval à la Steven Seagal. Il possède évidemment une force herculéenne, il est capable de bondir à des hauteurs inhumaines et surtout, il est quasiment invulnérable si j'en crois ce premier tome. Celui-ci est en vérité un hybride humain extraterrestre génétiquement modifié pour servir de machine à tuer par la race d'aliens du nom de Creed. Rien à voir avec Apollo. Creed. Habituellement, je ne vais pas vous cacher que je ne suis pas le plus grand fan des comics des années 90 dans ce style, et je peux vous dire que Pete emporte tous les stigmates. Une histoire avec un héros très musclé, qui fait face à des surhommes très musclés, qui fait équipe avec une femme fatale au corps hyper sexualisé, afin de sauver des SDF ou des enfants orphelins, etc. Pour ce faire, évidemment, notre héros, il a des chaînes, il a des armes à gogo, il y a du sang partout, de la violence, des bâtiments qui explosent à tout va, et de la bagarre au moins une page sur deux, et pourtant, allez savoir pourquoi, par quel miracle, Dale a réussi à me tenir en haleine jusqu'à la toute dernière page, et plus encore, puisque... Alors dans mon script j'avais écrit que j'avais envie de me prendre la suite, mais entre temps j'ai acheté les 3 autres tomes pour voir ce qu'allait donner la suite, puisque à la fin de ce premier tome, il y avait un sympathique cliffhanger. Du coup on reparle très rapidement de Pete avec le tome 2, 3 ou 4, en fonction de ce que j'aurais lu d'ici là. Et passons maintenant au dernier comics du podcast. Ah, Karate Kid. Je l'ai vu en cassette VHS quand j'étais tout petit, et j'avais déjà trouvé ça très sympa, mais en termes d'action et de chorégraphie de combat, c'était clairement à des kilomètres des films de Jackie Chan et de Jean-Claude Van Damme que je pouvais regarder sans cesse. Cependant, lorsqu'en 2020, Netflix annonce la diffusion de 2 saisons de Cobra Kai, qui fait suite au film de l'époque, tout en gardant le même casting qu'en 1984, j'étais complètement emballé par le projet, et je n'étais pas au bout de mes surprises. La série démarre très fort avec une proposition audacieuse, celle de faire du héros Johnny Lawrence, qui, je le rappelle, était l'antagoniste du premier film Karate Kid. Et il ne m'a pas fallu plus d'un seul épisode pour devenir totalement accro à la série, et surtout à son personnage principal, à la fois drôle, touchant et profondément humain. Bon, côté chorégraphie des combats, c'est toujours très mou, assez mal chorégraphié, et certains acteurs n'ont clairement pas les capacités physiques pour nous impressionner. Mais allez savoir par quelle magie, la suspension d'incrédulité fonctionne tout de même. C'est après 3 saisons qu'une série de comics est publiée, et qu'elle sera ensuite éditée en France par Vestron. Bon, si vous n'êtes pas un grand fan des films de l'époque, ou de la série, je ne vais pas vous cacher qu'il n'y a pas grand intérêt à prendre ce comics, puisqu'au final, ce dernier n'est ni plus ni moins qu'une adaptation du premier film, avec la vision, cette fois-ci, de Johnny à la place de Daniel. Ça aurait pu apporter un peu de lore au personnage, avec ses soucis familiaux, etc.,
si ça n'avait pas déjà été traité dans la série Cobra Kai. Cependant, malgré le fanservice, ce serait dommage de passer à côté de cette jolie Madeleine de Proust, si vous avez ne serait-ce qu'un peu d'affect avec la série de karaté. Ok. Et bien voilà pour mes lectures du mois, je peux déjà vous dire que lors du prochain épisode, ça parlera une fois de plus de la planète des singes, puisque j'ai déjà entamé la lecture, et qu'il y aura probablement du Jeff Lemire. J'espère que ce premier épisode de ce podcast à la cool vous aura plu. Si vous souhaitez soutenir financièrement mon travail, que ce soit pour les podcasts ou pour mes vidéos YouTube, vous pouvez le faire via Tipeee. N'hésitez pas à me suivre sur Substack pour ne pas louper les prochains épisodes et pour avoir accès aux articles afin de jeter un coup d'œil au visuel des comics traités, mais aussi pour avoir les liens afin de vous les procurer. Sinon, je serai normalement sur tous les autres sites de podcast, là où il peut y avoir un flux RSS. Enfin, je vais essayer. Sur ce, je vous dis encore merci et à très bientôt. Terrien. Fin de l'enregistrement.